Bonjour à tous pour une nouvelle session du club Retail Consumer Electronic Goods des anciens LCA et les anciens amis du BCG aussi qui travaillent dans ces mêmes secteurs. Olivier vous a invité. Donc c'est une... D'abord, mon ami André Terra qui anime ce club avec moi est là au deuxième rang. Certains d'entre vous sont peut-être venus à la dernière session qu'il a organisée brillante sur la gastronomie française. C'était passionnant. Donc nos séances se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de mode et de luxe abordable notamment. Et dans le plaisir de recevoir à la fois des personnalités très importantes de KKR. J'ai vu dans la liste qu'il y avait plus de fonds et de financiers que d'habitude, donc l'effet KKR a joué. Et puis Frédéric Bius de Sandro Mage Claudie Pierlot, qui va vous raconter l'histoire de ces 4 marques, puisque Sandro Homme, Mage et Claudie Pierlot. Et puis, je pense que comme d'habitude, vous allez les écouter. Ensuite, on pourra procéder au petit jeu rituel de questions et réponses. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le parcours des uns et des autres? Je le ferai très brièvement. Bon, ce qui est important dans le cas de Jacques, c'est que c'est un ancien lycéade, que c'est un très ancien du BCG, puisqu'il y a passé 18 ans. Et puis qu'après ça, il est allé vers le fonds Carlyle avant de rejoindre KKR. Nicolas est également chez KKR, c'est un ancien de la finance aussi. Et quant à Frédéric, c'est un ingénieur qui a démarré comme auditeur chez Alpha Token et un chasseur de tête gonflé d'aller le chercher pour le faire entrer chez Cartier. Je dis ça parce qu'il était au premier rang, donc voilà. Et entre-temps, il avait été faire un peu de conseil chez Bossard quand même. Et puis, de Cartier au comptoir des cotonniers, très belle aventure qu'il a vécue avec son partenaire déjà, Elie Koubi, qui fait partie du quatuor qui anime SMCP, puisque, sans vous déflorer l'histoire que va vous raconter Frédéric, c'est l'histoire de sœurs, et qui, avec leur talent, leur complicité, j'ai vu personnelle, mais non nécessairement professionnelle, puisqu'elles sont finalement aujourd'hui concurrentes, ont été chercher 2 managers pour les épauler dans le développement de Sandro Mage, puis Claudie Pierlot, qu'elles avaient racheté entre-temps. Voilà. Pourquoi j'ai eu envie de réunir cette petite troupe cette année? C'est parce que récemment, le fonds El Capital du groupe LVMH, et Florac, a revendu ses parts à KKR. Et donc aujourd'hui, c'est KKR qui accompagne les SMCP, notamment pour les aider à se déployer encore plus à l'international. Voilà. Donc, le luxe abordable, défi et opportunité. Je leur laisse la parole et puis ils répondront avec plaisir à une question ensuite. Merci Marie-Laure, merci à tous d'être venus aussi nombreux, à tous et à toutes évidemment. Je vais peut-être faire une introduction rapide sur KKR. Ensuite, je passerai la parole à Frédéric qui vous expliquera comment, avec Elie, Evelyne et Judith, ils développent SMCP, quelle est la vision stratégique. Nicolas partagera avec vous pourquoi nous avons fait cet investissement. Nous avons travaillé tous les deux ensemble. Et puis ensuite, on essaiera de répondre à vos questions. Donc sur KKR, comme vous savez sans doute, KKR est un des pionniers du private equity. On ayant démarré ce métier il y a bientôt 40 ans. On est, je dirais, un des leaders mondiaux, parce que la variable sur laquelle on mesure le leadership peut différer selon les acteurs. Disons qu'on est un des acteurs mondiaux aujourd'hui, avec une présence historique sur les États-Unis, en Europe depuis 15 ans, en Asie depuis plus de 8 ans maintenant, et un démarrage récent sur l'Amérique du Sud et sur l'Afrique. Nous avons aujourd'hui en portefeuille un peu plus de 80 sociétés, dont 25 en Europe, une vingtaine en Asie et le reste en Amérique du Nord. L'Europe regroupe à peu près 70 personnes, et les investissements ont été faits dans quasiment tous les pays, avec des actifs en gestion en Europe qui touchent les 20 milliards de dollars.
KKR, au-delà du private equity, s'est développé sur les 10 dernières années dans les métiers adjacents, donc l'immobilier, l'infrastructure, l'énergie, ensuite les métiers de la dette sous toutes ses formes, et puis plus récemment les participations dans des sociétés cotées à travers une approche hedge fund, voire fonds de hedge fund. Au total, nous gérons donc 90 milliards de dollars, dont la moitié en private equity, qui reste notre métier principal. Donc voilà pour le tour d'horizon rapide. Les investissements dans la distribution ont toujours fait partie, je dirais, de l'ADN de KKR, avec historiquement des investissements dans des marques connues comme Safeway aux États-Unis, Toys R Us, Boots en Grande-Bretagne, Maxeda aux Pays-Bas, et puis donc maintenant SMCP en Europe. La distribution textile, donc les vêtements, c'est un peu plus récent, avec à travers Maxeda aux Pays-Bas un investissement dans Bijenkorf, qui est l'équivalent du printemps aux Pays-Bas. Et puis aux États-Unis dans Academy Sport, donc qui est évidemment une chaîne de magasins tournée sur le sport. Et récemment China Outfitters, donc tous les vêtements outdoor à marque sur l'Asie. Je ne vais pas vous en dire plus. Nicolas reviendra plus dans le détail sur pourquoi notre investissement dans la SMCP et notre présence dans la distribution. Je vais tout de suite passer la parole à Frédéric qui va partager la vision des 4 mousquetaires. Bien. Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est plus simple. En fait, à chaque fois, j'essaye de trouver un angle un peu différent et tout. Et je me dis que finalement, la plus jolie histoire, c'est celle qu'on sait raconter. Et je vais vous raconter notre histoire, tout simplement. En repartant un tout petit peu avant Sandro et Mage, en repartant d'une histoire d'entrepreneuriat. Je crois que le déclic est parti un jour quand j'étais au printemps, en fait. Je suis passé par le printemps, à la centrale d'achat du printemps sur l'Homme avant Comptoir. Et j'ai toujours voulu habiter en Italie. Et j'ai reçu un coup de fil d'une chasseuse de tête italienne, qui était Béatrice Banini, et qui me dit j'ai une super boîte extraordinaire et tout, et puis c'était Tiziana, son assistante, qui me parle avant en italien, et je me dis putain ça y est, je suis à Fendi, je suis chez Fendi à Rome, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et c'est extraordinaire. Et pas du tout, en fait c'était Comptoir des Cotonniers à Toulouse, enfin c'était même pas à Toulouse, c'était à 10 km de Toulouse, à Castelginest, alias Castelmaginette, et c'était le 1er novembre 2003. J'étais au printemps et je suis parti là-bas. Et c'était un immeuble tout pourri. Et la société qui dirigeait Comptoir des Cotonniers s'appelait Création Nelson, comme l'amiral Nelson. C'est quand même, bon, c'est un peu naze. Et j'arrive dans cette banlieue de Toulouse avec ce bâtiment vraiment pourri, hein, avec écrit Création Nelson en haut. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai eu un coup de cœur pour le patron, l'entrepreneur qui avait créé ça, qui s'appelle Tony Elisha, qui depuis a créé Couples. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que Gucci me proposait de partir sur le retail Europe, sur une fonction de groupe très classique comme je pouvais avoir chez Cartier avant, bah, j'ai tout plaqué et j'ai arrêté toute cette carrière qui était tracée pour partir à Castelginest, m'installer pour être directeur général de Comptoir des Cotonniers. Et en prenant 1 et quelques pourcents du capital. Et l'objectif était pour moi de structurer la boîte, l'internationaliser, et la vendre, parce que le fondateur voulait la vendre, c'était une boîte très familiale. Ça a été une révélation, et ça a été avant tout une révélation d'un goût pour l'entrepreneuriat qu'on ne développe pas forcément, ni dans les études françaises, ni dans les sociétés françaises. Et un goût pour la prise de risque et finalement la simplicité. Et j'ai retrouvé une liberté incroyable, ce qui est paradoxal, parce que l'exposition au risque était 10 fois plus forte. Mais ça s'est très bien passé, j'ai rapatrié les comptoirs à Paris, on a laissé que la logistique à Toulouse, et chez Comptoir des Cotonniers, il y avait 3 choses. Il y avait une équipe qui était top, il y avait un business model très intéressant, et puis il y avait un directeur commercial qui est le cofondateur de Comptoir, le frère de Georgette Elisha, qui était la styliste, donc l'épouse de Monsieur Elisha, et qui s'appelle Elie Koubi. Et ça a été une vraie rencontre entre 2 personnes qui sont radicalement différentes, avec un âge différent, un parcours différent, un vocabulaire différent, mais finalement au global une envie un peu semblable de faire des choses. Et on a développé Comptoir, on l'a fait grandir très très fortement, on a ouvert un petit peu partout dans le monde, et puis un jour je suis allé au Japon pour trouver un partenaire pour monter une joint venture, et je les ai tous rencontrés, puis j'ai rencontré Fast Retailing, Monsieur Yanai, et on a discuté, donc les propriétaires d'Uniqlo,
Et j'étais impressionné par la personne, encore une fois. Et alors que j'y allais pour signer une joint venture, à la fin, durant des 2 jours de meeting, il m'a dit « I want to buy your company ». Et donc je suis rentré à Paris et j'ai dit « bon, bah, il veut nous racheter ». Et c'était même pas 1 an après l'entrée d'Alpha, puisqu'on était sous LPO avec Alpha associé avec un embauche. Et finalement, le deal s'est fait en même un peu moins d'1 mois, puisque Alpha voulait signer moins de 365 jours pour pouvoir, après l'investissement, pour pouvoir réinvestir sans demander l'autorisation des investisseurs. Donc on a signé à 364 jours. Et ils ont fait une plus-value magnifique. Et on est rentré dans le giron de Fast Retailing. Après ça, on a continué à grandir, on a ouvert un petit peu partout. Et en fait, Elie et moi avions toujours eu cette volonté de créer un groupe de mode. Parce que vous regardez à cette époque-là, et aujourd'hui, en dehors de nous, c'est toujours le cas, vous avez LVMH Richemont, puis vous avez Inditex. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Or, ce marché de la mode créative ou du luxe abordable qui a été défriché par Comptoir des Cotonniers en Europe, à l'époque était émergent, mais on se disait, c'est vraiment l'avenir et c'est là que ça va se passer. Et donc, créons un groupe, parce que quand on crée un groupe, on est plus fort, on est plus gros, mais aussi ça permet de leverager les risques. Si une marque va bien, on peut se permettre, entre guillemets, qu'une autre marque souffre un peu. Et ça permet de juguler le fameux risque de mode qui revient en permanence sur les lèvres des investisseurs potentiels. Alors, on est allé voir les grands magasins, on leur a dit quelles sont les jolies marques à racheter. Et tous les acheteurs des grands magasins, que ce soit en France ou à Londres, nous ont dit Sandro Image, Sandro Image, ce sont des pépites de création. En revanche, ces sociétés ne sont pas outillées pour ouvrir et pour développer. Et finalement, c'est vrai que Sandro refusait un rollout très important au printemps, par exemple, en province, parce qu'il n'avait pas de logistique, il n'avait pas de produits, etc. Donc on est allé voir Evelyne Chetrit, et on lui a proposé de la racheter. Et finalement, elle a accepté que Comptoir des Cotonniers rachète Sandro à 100%. Au dernier moment, ça ne s'est pas fait, parce que à l'époque, Comptoir des Cotonniers représentait 17% du bénéfice net de Fast Retailing dans le monde. Alors on était tout tiny, tout petit, mais on était hyper rentable. Et M. Yana a eu peur que ça déstabilise un peu l'édifice, et il nous a dit non, j'y crois pas trop, etc., etc. Et à l'époque, on savait qu'Evelyne parlait avec Plaça chez Liberté, et on s'est dit, s'il y a un rouleau compresseur comme Plaça qui arrive avec une très bonne styliste comme Evelyne, ça va créer du tort à Comptoir. Et donc on était vraiment stressés, on voulait faire, et on a tellement poussé qu'un jour à Tokyo, c'était le 10 décembre 2006. Yana il nous a dit, mais écoutez Frédéric, si vous y croyez tant, faites-le, et je vous autorise à le faire. Bon. Et je pense qu'il bluffait, et nous on a dit d'accord. Donc on l'a fait. Donc il nous a autorisé à quitter le groupe, puisqu'on avait des clauses de non-compete qui étaient très, très présentes. Et on a quitté le groupe et on est parti, Elie et moi, c'était mi-mars 2007, pour rejoindre Sandro. On a acheté 40% du capital, avec l'aide notamment d'Alain Blanc-Brud et des associés d'Alpha qui, à titre personnel, ont mis leur argent en business angels pour nous aider. Sandro, à l'époque, était en redressement judiciaire, donc rien. 3 boutiques, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 4 millions en wholesale. Une rentabilité de l'ordre de 500 000 euros à peu près d'EBITDA, donc ça gagnait de l'argent, mais c'était en redressement, aucune possibilité d'emprunter. Et je me souviens, on était arrivé et j'avais demandé qu'on monte le réseau informatique et en fait on m'a pointé un truc du doigt et j'ai compris que c'était une livebox qui pendait du plafond. Voilà, elle était suspendue par la prise au plafond. C'était la livebox qui était le réseau informatique de Sandro. Et on a divisé notre salaire par 5. On a mis tout ce qu'on avait, enfin moi surtout parce qu'elle est plus riche que moi. Donc moi j'ai mis vraiment tout ce que j'avais. Et j'ai vendu mon appart et tout. Et on est reparti de zéro. Le 1er juillet 2007, on a signé notre contrat, on a commencé chez Sandro. Elie et moi, on ne croit pas du tout dans le wholesale, dans le fameux commerce de gros, les multi-marques, etc. Nous sommes les partisans à vie du retail, parce que le retail, les boutiques, vous êtes chez vous. Et parce que vous êtes chez vous, certes c'est plus risqué, mais quand ça marche, vous avez toute la marge. Et quand ça ne marche pas, vous pouvez réagir immédiatement parce que vous êtes chez vous. Et donc tout l'intérêt du retail, c'est qu'en verticalisant la chaîne de valeur ajoutée d'une marque ou d'une société, eh bien vous arrivez à être réactif, vous arrivez à prendre des risques, vous arrivez à prendre vos décisions indépendamment des autres, vous arrivez à designer beaucoup plus tard que les autres parce que vous n'avez pas de collection à montrer,
vous maîtrisez votre image, vous maîtrisez votre communication, vous maîtrisez vos prix de vente, vous méprisez, vous voyez, j'ai un problème avec le taux de discount, c'est ce que j'allais dire, vous maîtrisez le taux de discount, et puis vous arrivez à créer un sentiment d'appartenance dans la marque qui fait que vos vendeuses vont se dépasser 10 fois plus si elles sentent qu'elles font partie d'un groupe avec une vraie colonne dorsale et une vraie présence. Donc, de façon un tout petit peu abrupte, Elie et moi avons décidé de fermer 4 millions sur 7 millions de wholesale du jour au lendemain. Nous sommes arrivés le 1er juillet. Le 1er septembre, nous avons fermé les 350 points de vente multimarques qui faisaient 4 millions sur 7 millions de chiffre d'affaires. Donc on s'est retrouvés le 1er septembre avec une boîte donc, dans laquelle on avait mis tout ce qu'on avait, mais qui maintenant ne faisait plus que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on avait mis 5,5 millions en augmentation de capital. On est allé voir les banques, qui nous ont toutes dit non. Et on en a quand même trouvé 2-3 qui nous ont prêté 5,5 millions, puisqu'on avait mis 5,5 millions de fonds propres. On a pu lever 5,5 millions. Et on est sorti du redressement judiciaire. On s'est donc retrouvé avec 11 millions de cash dispo. C'était juste avant l'effondrement des banques en janvier 2008, donc on sentait que c'était un peu strange et que ça commençait à chauffer. Et on s'est dit, pour pas qu'ils nous le reprennent, on va y dépenser. Donc, parce qu'on connaît les banques, donc ils vous mettent des lignes, puis ensuite ils arrêtent les lignes. Donc on s'est dit finalement, allons-y, on va jouer le tout pour le tout. On a fermé 4 millions sur 7, on a plus de 3 millions. On va claquer 11 millions du jour au lendemain, et on a ouvert, au 1er octobre, 35 points de vente retail. Entre-temps, on est allé voir les grands magasins, on a renégocié à la baisse les concessions de façon unilatérale, donc entre guillemets, on payait 54%, et on leur a dit, à partir du 1er septembre, on va payer 34%, et ils l'ont fait. Et parce qu'avant, Comptoir des Cotonniers était le premier fournisseur des Galeries Lafayette, du Printemps et du Bon Marché. Donc quand on est arrivé en leur disant, maintenant on va s'occuper de 100 euros, ils nous ont un peu facilité la tâche, et puis ils nous ont permis d'ouvrir et d'avoir une base de retail avec des capex un peu inférieurs qui permettaient d'avoir des économies d'échelle et de rentabiliser le retail en propre sur rue. Et finalement, on s'est retrouvé à un point de grande fragilité où on avait investi beaucoup, ça n'avait pas vraiment démarré, c'était un petit peu compliqué. Evelyne se battait pour fabriquer un petit peu partout ses produits parce que du jour au lendemain, on est quand même passé de 3 boutiques à 35. Et je me souviens, j'étais chez mes parents à Nice un week-end et on était en négo sur un super beau magasin rue des Saints-Pères qui touche Prada, qu'il fallait payer à l'époque 600 000 euros de kimono, on n'avait plus un sou, alors de ça on était raide. Et j'avais pris, il me restait 300 000 euros d'économie que j'ai vidé, je me souviens d'être allé à la banque, j'ai fait un virement pour virer mes derniers 300 000 euros. Et il pareil, et on a acheté cette boutique en compte courant en fait dans la société, et on a acheté ce magasin. Et c'est ce magasin qu'on a signé très vite qui nous a permis d'avoir de la presse, parce qu'il était bien placé à côté de Prada, et ça a lancé le truc. Et finalement, juste début mi-janvier, la machine a commencé à tourner dans le bon sens, ça s'est emballé, et au mois de juin suivant, Sandro était devenu la première marque de prêt-à-porter au printemps en valeur, en chiffre d'affaires, au printemps en semaine. Parce qu'entre-temps, on a travaillé sur les process. Et nous, on pense que le retail, on sait tous, c'est du détail, donc le retail is detail, et pour avoir cette notion du détail, il nous faut l'information. Et donc, dès le démarrage, on a décidé d'investir massivement dans un système d'information, comme on l'avait fait chez Comptoir, qui nous permettait de savoir en permanence ce qu'on faisait dans tous nos marchés, toutes nos boutiques, etc., etc. Donc on a mis pas mal de sous pour acheter un système d'information retail. En parallèle, alors qu'on avait 3 magasins, on a pris 6 000 m² à Roissy-Charles de Gaulle, un entrepôt à nous, avec une vingtaine de personnes, dans lequel on a mis 2 millions de capex, avec 3 magasins. Donc c'était un peu Evelyne nous regarder en disant, vous êtes sûr de ce que vous faites? On dit oui, tu verras, quand on aura 100 boutiques, ça aidera. Et on a mis en place un système global de composition de la collection, de gestion des achats, de gestion des appros, avec un système d'information unifié et un système de livraison à J+1 tous les jours, quelle que soit la destination en Europe, en 24 heures. Et donc si vous vendez un produit, vous le recevez demain. Et on a mis en place finalement, en partant de cette société qui était dans une situation assez précaire, on a investi massivement, on a développé notre surface de vente et on a mis en place des process. À l'époque, on ne communiquait pas parce que, je me souviens, avant de quitter Comptoir, j'ai fait une étude qui montrait que finalement, encore à cette époque-là, 60-65% de la notoriété de la marque venait des boutiques avant la publicité. Et donc, notre stratégie a été d'ouvrir beaucoup de points de vente, très très vite, parce qu'on s'est dit, c'est ça qui va être notre publicité. Et on est parti du principe que si une cliente de Bordeaux
vient à Paris en week-end et qu'elle va rue des Saints-Pères, elle nous voit, au Bon-Marché, elle nous voit, rue Saint-Sulpice, elle nous voit, rue de Rennes, elle nous voit, etc. Finalement, quand on ouvre à Bordeaux, elle vient parce qu'elle se dit c'est une marque importante. Donc on a capitalisé là-dessus. On a ouvert très vite à Paris pour avoir la visibilité. Et on a ouvert très vite en province parce que c'est en province qu'on fait la rentabilité. Et d'autre part, le marché de la province a beaucoup évolué. Aujourd'hui, généralement, l'éducation à la mode dans les classes supérieures est nettement supérieure en province comparée à Paris. Et il y a une demande très forte de mode en province. Et maintenant, il y a une demande très forte de mode homme en province. Donc du coup, on s'est dit, allez, on fait ça, on développe. Un an après, on avait 80 magasins à peu près. Et la marque est partie comme ça. Donc on partait de 3 millions, on a fait, je sais plus, 24 l'année d'après, 70, etc. Et ça a commencé à marcher. On a ouvert chez Selfridges, super bien marché, en concession à chaque fois, pareil. Jamais de wholesale, que du retail. Et le truc a fonctionné. Donc Judith, qui était la sœur d'Evelyne, qui était la fondatrice de Mage, qui à l'époque voulait pas nous parler parce qu'elle disait à sa sœur qu'elle était folle d'avoir accepté ce deal, finalement nous a appelé et nous a dit ah, on pourrait peut-être faire quelque chose, etc., etc. Et on s'est assis avec Evelyne et Judith et tous les quatre, on a décidé de faire la même chose sur Mage. Donc on est arrivé chez Mage en mars 2009. À l'époque, la marque faisait déjà 24 millions d'euros de chiffre, donc c'était pas du tout la même situation que Sandro. Et chez Mage, on a appliqué la même recette, mais avec plus de difficultés, parce qu'on a eu des réticences au changement beaucoup plus fortes, puisque la marque fonctionnait. Alors que chez Sandro, il était tellement à la rue, finalement, on était un peu des sauveurs. Donc la gestion du changement était plus facile. Et on a fait finalement comme pour Sandro, c'est-à-dire, moi je pars du principe que quand vous avez une certaine réticence au changement, la seule façon de faire, c'est de tout changer en même temps. Comme ça, les gens sont tellement perdus qu'ils deviennent demandeurs. Et donc, on a tout changé en même temps. On a déménagé, on a enlevé les stocks, on a mis en place une nouvelle logistique, une nouvelle informatique, une nouvelle nomenclature, un nouveau process d'appro, un nouveau mode de gestion des stocks, et on a changé toutes les équipes. Donc, finalement, au global, le changement était tellement important que les équipes n'ont pas eu d'autre choix que de nous demander de l'aide et de s'appuyer sur des nouveaux fondamentaux qu'au départ, ils auraient pu critiquer. Ça a très bien marché chez Mage aussi. Et donc on a développé ces deux marques. Et puis, entre-temps, en fait, Claudie Pierlot était très malade, elle avait un cancer, et elle cherchait à vendre sa boîte, elle ne trouvait pas de repreneur, et elle a appelé Elie Koubi, qui était le premier franchisé Claudie Pierlot dans les années 80 à Toulouse. Il lui a dit, Elie, est-ce que tu veux pas racheter ma boîte, etc. Et on a bien aimé cette marque parce qu'on s'est dit, c'est l'occasion. On a beaucoup erré sur le positionnement de Claudie Pierlot, mais à l'époque, on voulait en faire le back to basic, très classique, etc. Et on s'est dit, c'est une bonne marque. Donc on a racheté Claudie Pierlot en 2 semaines, sans aucun audit, sans rien, pour pas très cher, c'est vrai. Mais on s'est dit, ça va pas être facile, c'est une maison un peu poussiéreuse, qui perd de l'argent, qui a des difficultés, mais qui a un ADN de marque très très fort. Et donc on l'a racheté à 100%, et 5 ou 6 jours après le rachat, Claudie est décédée. Et on a du coup pris un peu de temps pour remettre cette société dans le bon sens. Et là aussi, ce n'est que le jour où vraiment on a déménagé la boîte et qu'on a changé les process, changé la façon de travailler pour aller vers du retail que la société a commencé à décoller. Donc on a grandi. À peu près fin 2009, Sandro Mage Claudie était le premier fournisseur du printemps des galeries, de Selfridges, etc. Et à ce moment-là, c'est plus Elie et moi, on s'est dit attention, il y a quand même un risque. Parce que c'est une marque très familiale, une société familiale, gérée par 2 sœurs, avec une mentalité familiale. Et il y avait certains changements qu'on n'arrivait pas à mettre en place parce qu'il y avait trop de réticence et il fallait passer un cap. Et là, souvent, et c'est ce que j'avais fait chez Comptoir avec le LBO Alpha et ensuite avec Fast Retailing, finalement, quand je devais pousser le fondateur à prendre un virage un peu important sur lequel on sentait qu'il y avait de la résistance, j'utilisais les actionnaires. C'est top ça. Les actionnaires ont demandé. Ah, si les actionnaires ont demandé, c'est pas Frédéric Bius, alors ça passe beaucoup mieux. Et donc, on a convaincu Evelyne et Judith de faire entrer les actionnaires financiers parce que il est évident qu'à terme, on vendra certainement 100% de cette société. Et si on veut le faire, de toute façon, il faut le faire en plusieurs étapes parce que personne n'achètera 100% cher d'une boîte familiale qui est gérée par une famille. Et le fait d'avoir des financiers à nos côtés légitime une société et légitime un parcours et puis instaure une certaine crédibilité financière et une certaine crédibilité sur la transparence de l'information et la fiabilité de l'information.
Donc, on a contacté Laurence Danon, et chez Edmond Rothschild à l'époque. Elle avait fait le deal d'Arène, un deal vendu très cher, donc Evelyne et Judith se sont dit, elle vaut du coup une vente très chère. Ça les a rassurés. C'est une femme en plus elle est remarquable, Laurence, elle s'est très très bien évoluée et emmenée avec elle Evelyne et Judith. Et donc on a lancé un process. Et à l'issue de ce process, on a décidé de vendre 51% à El Capital. Pourquoi 51% ? En fait, c'est simple, c'est Elie et moi, on voulait vendre la majorité pour pouvoir dire à Evelyne et Judith, il faut mettre en œuvre ces changements parce que c'est le fonds qui a décidé et ils sont majoritaires. 49, on n'aurait pas pu. Mais il est évident que nous restions tous les quatre à la tête, puisque cette société sans nous quatre, à l'époque, moins aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, avait beaucoup moins de valeur. Donc le fait de vendre 51% ne représentait rigoureusement aucun risque pour nous. Mais c'était plus facile en termes de gouvernance. Et on a choisi El Capital et Florac. Alors Florac est plus venu avec le Dubin, mais c'était vraiment El Capital, parce que c'était associé à LVMH, et toute la presse faisait la confusion El Capital et LVMH, ce qui nous arrangeait très bien. Et donc, ça a été un gros coup de pub où tout d'un coup, Bernard Arnault prenait 51% de Sandro et Maj Di Pierlo. Ça nous a énormément aidé en termes de crédibilité, ça nous a installé, ça a légitimé notre parcours et ça a surtout montré que le segment dans lequel on est était un segment d'avenir. Tout d'un coup, le géant du luxe s'intéressait à ces petites marques françaises, la French Touch, qui marchaient super bien mais qui avaient une démarche, une approche qui n'était pas encore théorisée. Et donc, on a signé avec eux, et ce jour-là, c'était le 4 novembre 2010, on a créé SMCP Group, donc Sandro Marc Di Pierlo, une seule entité qui possède 100% des marques et dont on a vendu 51% à El Capital. Dans la pratique, la valeur ajoutée de El Capital ou de LVMH a été plus une valeur ajoutée de communication et d'impact. Au quotidien, il n'y avait pas vraiment d'interaction. Mais ça nous a notamment aidé à démarrer aux États-Unis, où finalement, quand on allait voir des landlords sur Spring ou Blicker à New York, ils nous écoutaient parce que LVMH était au capital. Bon. Et on est passé entre les gouttes, mais ça nous a énormément aidé. Donc à cette époque-là, on a décidé plusieurs choses. Premièrement, de réellement investir en RH pour structurer la boîte de façon forte. L'idée étant d'essayer petit à petit de nous rendre chacun de nous quatre redondants. Parce qu'une jolie marque, une jolie boîte, c'est une boîte qui fonctionne sans ses fondateurs et dans laquelle on a sécurisé les risques. Deuxième axe, c'est l'internationalisation. À l'époque, la France était 90% à peu près du chiffre. Aujourd'hui, c'est, je sais pas, 60 et quelques. Et chaque année, on va perdre 10 points. Donc, et c'est très impressionnant de voir finalement aujourd'hui la baisse de la France dans la proportion de chiffre d'affaires. On sera certainement tout de 60 là, en 2014. Et donc, on a créé une filiale à New York, sur le même principe, quitte à y aller, on y va seul, et on le fait nous-mêmes en retail, et on prend des risques. Donc on a créé SMCP États-Unis, qui aujourd'hui, qui a ouvert son premier point de vente en retail le 7 septembre 2010, pour la Fashion Night de New York, et qui aujourd'hui, 2 ans après, on a 102, pardon. On ouvre le 102e demain soir, jeudi, j'y vais, donc on ouvre à Williamsburg, dans la banlieue de New York, et on ouvre à Los Angeles le même soir, sur North Beverly Drive. Et 102 magasins aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions de dollars. Et on a recruté une équipe de 35 personnes, principalement américaines, et qu'on a développé sur un mode de fonctionnement et des codes américains, mais en gardant le business model français. En parallèle, on s'est développé en Europe, et le UK aujourd'hui est en train de devenir le 3e marché parce que les États-Unis passent devant, mais c'était notre 2e marché avec des rentabilités très belles au UK. Et pareil, un ranking grand magasin top, puisque Sandro est numéro 1 aujourd'hui en valeur, en revenues sur Selfridges, Maj est numéro 2, Claudie Pierlot numéro 6, Sandro est numéro 1 chez Harrods, Maj est numéro 2, Maj est numéro 1 chez Harvey Nichols, Sandro est numéro 2, et c'est le cas partout dans tous les grands magasins. Donc aujourd'hui à Paris, en France, Sandro est numéro 1, Maj est numéro 2, Claudie numéro 5, et à New York, Sandro est numéro 3 de tous les magasins Bloomingdale's, aujourd'hui, juste derrière Theory et Alice Olivia, Maj est juste après. Et on a mis en place, donc aux États-Unis, ce même business model, en Europe. On vient de lancer l'Allemagne, on est fort en Espagne, on lance l'Europe du Nord bientôt. Et on avance. Nouvelle étape, la Chine. On a créé notre filiale, SMCP China, qui nous appartient à 100%. Où là, on ouvre en ce moment à peu près 2 boutiques par mois en Chine. Et d'abord à Shanghai, et là on vient d'ouvrir Pékin, Galeries Lafayette, et on est en négo sur une boutique. Ça fonctionne plutôt bien. Les chiffres actuels sont plutôt très bons sur la Chine.
Hong Kong, on l'avait fait il y a déjà 1 an et ça fonctionne bien aussi. Et donc on est sur un rollout en Asie, sur le même modèle, mais en prenant notre temps. Sur les États-Unis, on a voulu très vite. C'est un marché tellement grand et tellement compliqué, une taille critique pour communiquer sur nos boutiques, parce que prendre une page dans le Vogue une fois par saison, ça sert à rien. Donc il vaut mieux ouvrir beaucoup de magasins, ce qui fait parler de nous et ce qui crée le buzz. Mais quand vous ouvrez vous avez toujours un coût induit et vous faites des erreurs. Et donc on n'a pas voulu le faire sur la Chine et on y va un peu plus progressivement parce que c'est un continent qu'on ne connaît pas. En revanche, ce sont nos équipes et c'est nous qui développons toute cette activité sur la Chine. Donc finalement, on s'est retrouvés il y a maintenant 1 an et demi avec Evelyne et Judith et on commençait à très légèrement s'impatienter avec El Capital parce que El Capital c'est du mid-cap. Et nous on était devenus gros et on était devenu une très grosse participation pour eux et une plus-value potentielle importante. Si bien qu'on sentait une certaine frilosité, ça dit ça ? Oui, une certaine frilosité à avancer plus et plus vite parce que on recommençait à représenter dans le fonds et dans le retour sur investissement du fonds, dans le TRN du fonds, des enjeux très très importants. Si bien que finalement, c'était plus forcément des vecteurs de croissance, mais c'était on va dire des vecteurs de réticence. Et après discussion tous les 4, Evelyne, Judith et moi, on a pris la décision de les convaincre de vendre pour que nous puissions passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante pour nous, c'était continuer à faire ce que nous savions faire en nous amusant, mais en le faisant de façon plus professionnelle et plus internationale, avec plus d'ambition. Et moi, je crois vraiment que dans les affaires, il y a une question de professionnalisme, il y a une question de chance très forte, et puis une question de rencontre. Et par moments, vous rencontrez des gens qui vont vous forcer à vous sortir la tête de l'eau et qui vont vous tirer vers le haut. Et on ne sentait plus qu'on était tiré vers le haut, on avait besoin de quelqu'un qui allait nous tirer vers le haut. Alors maintenant, il nous tire un peu trop vers le haut, là, beaucoup, alors il y a une bonne pression. Mais, en tout cas, on avait envie de ça. Et notre groupe méritait d'avoir un actionnaire qui allait nous forcer à faire ce dernier stade de la transformation. Ça a été très compliqué, parce que le capital ne voulait pas vendre. Et finalement, au bout d'un certain nombre de mois de discussion, ils ont accepté de vendre, on a lancé un process, et dans ce process-là, on a été très surpris finalement de l'intérêt qu'a suscité notre groupe dans les différents continents. Et alors, bon, sauf en Europe où il n'y a pas vraiment d'acheteurs à ce prix-là, donc on s'est surtout retrouvé finalement avec des groupes américains et des groupes chinois. Et on a choisi de façon très claire KKR, qui n'avait pas forcément d'ailleurs la valorisation la plus élevée de l'ensemble des valorisations qu'on a eues. Mais qui en revanche nous a séduit par sa connaissance très précise du marché, bien que votre expérience dans la mode était assez limitée, mais en tout cas une vraie compréhension des enjeux du retail et une façon de parler, de communiquer aux équipes qui était assez à l'opposé de l'image que pouvait avoir KKR de monstre, de private equity énorme, mondial, etc. Et le relationnel a fait la différence, et Evelyne et Judith et nous deux avons choisi réellement, en fait, Jacques, Nicolas, Édouard et Henri, puisque j'ai rencontré Henri avant la signature. Et de façon assez naturelle, on s'est orienté vers KKR. On a choisi KKR parce que c'est la Rolls du private equity, on ne va pas se mentir, c'est quand même une référence extraordinaire. Et aussi parce que on a senti que sur chacun des domaines qui vont constituer les challenges de l'avenir, ils avaient une réponse, ou en tout cas ils pouvaient nous présenter quelqu'un qui allait pouvoir nous aider sur ces réponses-là. Et donc on a signé avec KKR, je ne sais plus quand, en mois de juin, après un très long processus. Et avec KKR, on accélère aujourd'hui le développement du groupe, mais en misant encore une fois sur nos fondamentaux. Et l'avenir va être de se concentrer sur ces fondamentaux. Aujourd'hui, si on essaie de conceptualiser le business model du groupe, il y a 6 piliers. Les fameux 6 piliers. Donc, il y en a 3, ce sont les meilleurs du luxe. Et 3, c'est le meilleur de Zara. Du luxe, on a pris le produit, un super produit, très mode, qui change tous les ans, toutes les saisons, et qui du coup, parce qu'il change toutes les saisons, induit un risque de mode assez faible, parce que nous surfons sur la mode, et un produit qui va prendre le meilleur des tendances, mais qui va les régurgiter à la mode Sandro, à la mode Maje, à la mode Claudie Pierlot, pour en faire une collection de marques qui inclut les best-sellers du moment. Et qu'on va livrer très très vite en boutique, en renouvelant l'offre en permanence, si bien que nos clients viennent tout le temps, parce que tous les 10 jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux produits. Et c'est un produit à forte valeur ajoutée qui va pouvoir
justifie un prix élevé parce que nous ne pourrons jamais être en compétition avec Zara ou Uniqlo. Ils seront toujours meilleurs que nous en sourcing, en pricing, et donc il faut se positionner autrement, différemment, en jouant la valeur ajoutée. Deuxième pilier, c'est l'image et la communication. De belles campagnes, je vous vois sourire, de belles campagnes, et je sais ce que vous allez dire, de beaux modèles, un plan média fort, pour l'instant notamment en Europe, un plan média très fort, et une approche qui va nous amener, pareil, dans une sorte d'appréhension du marché par l'assertivité que l'on peut connaître dans les marques de luxe. Troisième pilier, c'est le service. Nous voulons que nos clientes aient en magasin la même shopping expérience, voire mieux que quand elles vont dans une boutique de luxe. Mieux parce qu'en France, si vous allez chez Vuitton, en fait, vous n'avez pas de service. Parce que le service, c'est pour les Chinois. Donc, nous, on amène... je sais. Et du Vuitton dans la salle. J'aime bien aussi. Et en fait, on amène un niveau de service et de reconnaissance fort, mais avec un côté extrêmement naturel. Voilà, donc on va appeler nos clients dès qu'on reçoit leur... On fait en sorte d'entretenir la rupture, parce que si vous voulez créer du désir, il faut qu'il y ait de l'absence, et donc il faut qu'il y ait de la rupture. Donc nos produits sont en rupture très vite. Au bout de 3 semaines de vente, nos produits sont en rupture. On prend des listes d'attente. Quand la robe arrive, on appelle la cliente, on fait une vente complémentaire, etc. Donc on est sur finalement des volumes importants, mais sur une façon de traiter le client, sauf bien sûr dans les très grands magasins où là c'est un peu plus l'abattage, mais sinon on est sur une culture personnalisée du contact client. Ça, c'est les piliers du luxe. Ensuite, les 3 piliers de Zara, c'est ce que la cliente ne voit pas. Du retail, du retail, du retail. Pas de wholesale. On en fait quand c'est absolument nécessaire, ou on en fait quand le marché n'a pas trop de choix, ne nous laisse pas le choix. Comme par exemple aux États-Unis, on est en train de rentrer chez Saks et on est chez Nordstrom. Là, on gère une gestion des stocks de façon collaborative. Et donc, c'est à mi-chemin entre le wholesale et le retail. Mais nous, dans notre tête, ça reste du retail. Et on consolide les chiffres d'affaires, d'ailleurs, sur des chiffres d'affaires retail. Et paradoxalement, je sais que c'est bizarre, mais TTC, parce que c'est comme ça qu'on mesure une part de marché, c'est auprès du consommateur final. Ensuite, autre pilier du luxe, autre pilier du mass market, c'est le deuxième, c'est le 5e au total, c'est ce qu'on appelle la fast fashion. Si vous voulez diminuer le risque de mode, il faut créer jusqu'au dernier moment. Parce que plus vous attendez, plus vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, puisque vous pouvez rectifier. Et donc, notre collection s'élabore tout au long de l'année, comme toutes les marques de mode, avec une vision de plus en plus précise maintenant de la mode. En revanche, si on voit les défilés comme là on a pu le voir début octobre, on regarde les défilés, on voit qu'on a manqué une tendance, on voit qu'on a manqué une couleur, on voit qu'on s'est trompé sur un thème, on peut corriger, et avec notre cycle de production très court, de l'ordre de 8 semaines, on arrive à avoir ces produits en magasin avant même le début de la saison. Et parce que nous faisons du retail, nous n'avons pas montré de collection 6 mois ou 9 mois à l'avance à des acheteurs de grands magasins, etc. Et donc nous pouvons nous caler sur un processus de design qui va jusqu'au dernier moment, comme le fait Zara. Et si en cours de saison on a un produit qui marche bien, on peut le sortir dans d'autres couleurs, et en 6 à 8 semaines, c'est là, c'est dans nos boutiques. Ce qui fait que finalement, on arrive à gérer des croissances en moyenne de 42% par an, avec un leftover stocks de l'ordre de 8 à 10% des quantités produites chaque saison, et ce qui est assez bas. Mais parce qu'on s'engage petit à petit, on s'engage sur 70% de notre budget, et puis au fur et à mesure, dès qu'on voit, en 5 à 6 jours, on sait dire si un produit est un best-seller ou pas, avec nos courbes, et à ce moment-là, on en rebascule directement en production, 8 000, 10 000. Donc on lance 1 000 pour tester, et dès que ça marche, on en rebalance 8 000 qui arrive 4 semaines après, et on joue comme ça. Et ça, c'est vraiment, c'est le business model Zara, hein, qui devient de plus en plus compliqué, bien sûr, à maintenir, à fur et à mesure que les volumes augmentent, et que de plus en plus de marques s'orientent vers cela, avec un sourcing qui revient en Europe, puisque l'Europe, aujourd'hui, c'est 50% de notre sourcing. Et donc, on est forcément en compétition avec les fabricants, avec les autres marques, auprès des fabricants. Dernier pilier, ce sont les systèmes. En fait, très souvent, et ça m'a toujours étonné avec les Français, très souvent, la mode... Les Français disent que la mode c'est de l'art. Oui, c'est vrai, la mode c'est de l'art quand vous êtes des créateurs haute couture. Mais sinon, la mode c'est du business. Donc, et du business, c'est des systèmes. Et il faut investir en ressources humaines, il faut investir en logistique. C'est réellement la clé. L'avenir, c'est la logistique. Il faut investir en système d'information. Donc là, on a redéménagé il y a maintenant 1 an et demi. On a, je sais plus quoi, 15 000 m² à côté de Roissy encore, dans un entrepôt que nous gérons nous-mêmes, et on ne souhaite pas sous-traiter la logistique.
est un élément fondamental d'une marque. Et on investit énormément chaque année en logistique, en informatique. On a le même système dans le monde entier qui nous permet, en appuyant sur une touche, de voir ce qu'on a vendu il y a 1 minute à Hong Kong. Et on a ce même système de réassort partout dans le monde. On a une plateforme logistique à New York qui gère en 24 heures tous les magasins américains. On a une plateforme logistique qu'on est en train de négocier à Shanghai, qui fera la même chose sur la Chine et sur l'Asie, et une plateforme logistique centrale, et on a nos flux dans les 3 plateformes avec le même système d'information consolidé, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris chez Comptoir, et qui aujourd'hui a fait une différence forte pour notre truc. Au global, tous ces 6 piliers fonctionnent parce que on a une culture groupe qui est très forte, qui est basée sur l'entrepreneuriat, sur le goût du risque, sur la promotion interne, sur la volonté de donner la chance aux petits jeunes, sur finalement un principe qui est simple, c'est que quand vous prenez 10 décisions en un jour, ok, vous allez vous tromper sur 3, mais vous en prenez 7 bonnes. Alors que si vous prenez une décision en un mois, bah, finalement vous n'en prenez qu'une. Même si elle est bonne, c'est une en un mois, alors que moi j'en ai pris 7 bonnes en un jour. Et c'est vraiment, je crois, ce qui a fait la clé de notre succès, ça a été ça, de décider très vite d'ouvrir. Là on a ouvert 190 magasins cette année, en 2013, donc maintenant on a, je ne sais même plus, 700, plus de 600. Non, plus de 700 maintenant, 720 je crois, magasins dans le monde. Alors c'est sûr, quand on revient, qu'on regarde Sandro en 2006, on en avait 3, mais on se calme un peu, en revanche, parce qu'on est allé très vite, et puis l'international, c'est vraiment très cher à Jacques, l'international complexifie grandement le business, donc on fait attention, et on va revenir à un rythme de croisière autour de 100 ouvertures par an, qui nous permet de solidifier les structures dans chaque pays. Mais voilà, notre force a été ça, d'aller très vite, de décider, d'acter, de dire non. Et je crois que la grande discipline de ce groupe, c'est sa capacité à dire non. On veut tous un flagship sur les champs, on veut tous le plus beau magasin à New York, sauf que si c'est pas rentable, on dira non. Aujourd'hui, on est dans cette situation où il est important de faire les bons gestes. Nous sommes arrivés à saturation en France sur Sandro et Maj. Et en Europe, aux États-Unis, il est maintenant important de marquer quelques gros coups pour installer la marque et continuer à monter en gamme la marque, ce qui va nous permettre d'être présents dans de plus petites villes. C'est toujours comme ça, en fait. Plus vous êtes diffusé, plus il faut que le haut du haut soit exceptionnel. Et donc on est sur une stratégie de fermeture de petits magasins, par exemple à Paris, pour ouvrir des magasins plus grands, plus beaux, plus qualitatifs, dans lesquels on va développer une offre d'accessoires beaucoup plus déployée, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de marque d'accessoires de milieu de gamme non plus. Zara a essayé avec Uterqüe, mais ça ne marche pas. Et on a une demande aujourd'hui hyper forte d'accessoires sur notre groupe, et dans nos 5 best-sellers, on a toujours un accessoire. Donc on va développer une offre d'accessoires forte, on va ouvrir quelques grands magasins très visibles, on va continuer à communiquer largement et de façon beaucoup plus forte. On est en parallèle en train on a une étude en cours sur la clarification des territoires de marque et des positionnements publicitaires, donc qui va aboutir, je pense, début novembre sur une recommandation. Et en parallèle, on va continuer à investir sur les ressources humaines. Donc l'année dernière, on a énormément staffé le groupe et les fonctions support, tout ce qui est DAF, informatique, etc. Cette année, on staffe les parties commerciales et les directions de marque avec 3 très bons directeurs de marque et en dessous, des personnes qui sont réellement à même de prendre la relève et de grandir à l'intérieur d'un groupe. Les enjeux pour nous dans les années à venir, bon ben, on va essayer d'atteindre le milliard d'euros d'ici 5-6 ans. Tant qu'à faire, ce serait sympa. Donc on va doubler, pour être clair. Les territoires prioritaires seront en France le déploiement de Claudie Pierlot et de Sandro Homme et la montée en gamme de Sandro et Maj. En Europe, le déploiement de l'ensemble de nos marques avec une concentration sur les pays les plus importants, au premier rang desquels le UK, l'Allemagne, l'Europe du Nord et l'Italie. Aux États-Unis, le ralentissement du développement, parce que on est allé extrêmement vite, et aujourd'hui une marque comme Sandro a plus de points d'entrée que Theory, qui est une marque américaine. Donc on va se calmer un peu et réellement maintenant faire monter en charge à périmètre constant tout ce beau réseau américain, et notamment staffer et continuer de staffer les États-Unis. Sur la Chine, on va apprendre comment fonctionne le marché et développer un autre petit rythme, donc une quinzaine, une vingtaine d'ouvertures par an, tranquillement. On va lancer cet accessoire et on va rationaliser l'ensemble des processus de décision, de reporting financier groupe. Alors ce qui est formidable, c'est qu'avec l'acquisition de KKR, on a monté un financement en high yield
On a été un des premiers groupes de mode français à le faire. Pour nous, c'était un peu un apprentissage un peu grand V et un peu violent en termes de charge de travail. Et maintenant que nous sommes cotés de cette façon-là avec nos obligations, on a un devoir aussi de transparence financière, d'exemplarité, qui nous permet d'être encore meilleurs, même en termes de process de gestion financière. Voilà. Et au global, on veut vraiment capitaliser sur ce marché, et je vais terminer peut-être par ça, c'était le sujet, sur ce marché du luxe abordable. Aujourd'hui, où que vous alliez, dans le monde entier, si vous regardez les grands magasins, depuis 18 mois, tous les grands magasins ont changé leur offre et dédient maintenant un étage entier à ce qu'ils appellent Creative Fashion, Contemporary Designers, Affordable Luxury. C'est-à-dire ces marques qui vont attirer des personnes du haut et des personnes du bas. La force de marques comme Sandro et Maje, c'est que aujourd'hui, je pense que la moitié de nos clients viennent du luxe. Parce que nous avons un produit suffisamment beau, suffisamment rewarding, suffisamment qualitatif pour être mélangé à du Chloé, du Prada, du Céline, sans dépareiller, sans paraître différent, mais avec un prix beaucoup plus bas. On est à peu près la moitié de ces marques-là en termes de prix. Ce qui fait qu'on va avoir des achats spontanés très forts et une vraie confiance. Et puis, encore une fois, on enlève le côté trop pointu et trop mode de chaque collection, et on rend ces produits beaucoup plus intemporels. Et à l'inverse, on a énormément de clients qui viennent de l'entrée de gamme, notamment de Zara, etc., et qui, avec la crise économique, se disent « je vais peut-être un peu moins dépenser de produits, entre guillemets, jetables, pour me faire plaisir un peu moins souvent, mais sur un produit à plus forte valeur ajoutée, qui va me narcissiser, qui va m'apporter un vrai truc. » Et donc, elles disent « oui, c'est vrai que Sandro, c'est cher, mais c'est vachement bien. » Et tant qu'elles disent « Sandro, c'est cher, mais c'est vachement bien », il n'y a pas de problème. Le jour où elles diront « Sandro, c'est cher, et il n'y a plus, mais c'est vachement bien », ça devient compliqué. Donc nous, notre travail, c'est de tout faire pour que ce vachement bien reste là à très long terme et devienne finalement tout simplement un critère de confiance à très long terme. Et ce marché du luxe abordable est le marché qui explose dans le monde entier et qui explose maintenant, y compris dans les nouveaux marchés comme la Chine, où la population a d'abord couru vers les produits codés de luxe, avec les gros G de Gucci, les beaux H de Hermès, les beaux monogrammes de Vuitton, et ensuite vers le mass market à la Zara, etc., ou Uniqlo. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que la bourgeoisie de ces pays-là s'installe, elle recherche des produits qui apportent une valeur ajoutée et un prix un peu moins cher, mais une valeur ajoutée aussi forte, un petit peu moins codé, un petit peu moins visible, et c'est ce qu'on observe. Quand vous allez en Chine aujourd'hui, vous avez pléthore de très belles marques chinoises qui vendent plus cher que nous, des Hot Shirley, des Time, des Marine Frog, etc., qui ont des réseaux de 350 boutiques, et qui apportent finalement le même, plus ou moins business model que nous, mais avec une mode chinoise. Et aujourd'hui, il y a une demande très forte de marques comme les nôtres qui vont amener ce même niveau de prix, mais avec une mode européenne importée. Donc tout l'enjeu, c'est d'amener cette mode européenne importée dans ces pays-là et puis de la déployer. Voilà un peu notre histoire. Très bien, Frédéric. On est prêt à signer de nouveau, là. Je crois que c'est fait, en fait. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter après ça pour expliquer pourquoi on trouve ça intéressant comme investissement, mais c'est vrai que Frédéric disait que lui a trouvé l'idée d'investir dans Sandro en discutant avec les department stores. Moi, c'est en regardant un petit peu l'évolution des paquets arrivant à la maison et le développement des magasins dans les rues de Paris ou de Londres au cours des dernières années. C'est vrai que je m'occupe du secteur de la distribution chez KKR, et c'est un secteur qui est intéressant parce qu'il permet de voir beaucoup de l'extérieur. Donc quand vous promenez dans les rues, quand vous voyez les gens utiliser les produits, ça permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et depuis plusieurs années, on voyait effectivement un développement remarquable de ces marques que Frédéric, Elie, notamment Evelyne et Judith ont su si bien faire. Si on recule un peu en termes de pourquoi aussi on trouve ça très, très intéressant sur un plan peut-être plus macro, c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui en Europe pour trouver des idées d'investissement, c'est un environnement de consommation qui est difficile dans chacun des pays et en même temps une pression d'Internet qui arrive et qui redéfinit pas mal de business models. Et c'est vrai qu'ici on a en fait une opportunité qui nous permet de voir une croissance internationale dans beaucoup de pays, et donc de sortir un peu d'une dynamique pays spécifique, France, Italie, Espagne ou Allemagne ou autre, ou Angleterre, et vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut développer sur un plan global des marques qui sont magnifiques et pour lesquelles on a trouvé un enthousiasme très fort dans chacun des marchés.
Donc c'est vrai, Frédéric rappelait qu'aujourd'hui les marques sont essentiellement en France, mais c'est vrai que quand on réfléchit aux department stores français, ils sont très internationaux. Quand vous réfléchissez à l'Angleterre, les department stores anglais, quand on discutait avec les personnes de chez Selfridges ou à Rhodes, la clientèle est très largement internationale. Donc vous voyez que c'était des produits qui pouvaient très fortement fonctionner n'importe où, que ce soit en Russie, au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis. Et c'est vrai aussi qu'on a pu discuter avec toutes nos équipes locales, puisque évidemment le retail c'est très local, les habitudes de consommation sont différentes, les marques sont perçues différemment, le rendu du produit est différent, les matières sont différentes. Et c'est vrai qu'on a discuté avec chacun de nos experts locaux, on a mobilisé tous nos réseaux, on a parlé avec Bloomingdale's, on a parlé évidemment en Asie, on a deux investissements avec Novo et China Outfitter, où on a pu voir que la plateforme qui avait été construite jusque-là était magnifique, mais que le potentiel était réel. Et puis évidemment, très rapidement, par rapport à la menace ou l'opportunité ici, je pense Internet, c'est vrai que le fait que ce soit les produits de marque SMCP, évidemment, nous permet de contrôler beaucoup plus que si on était simplement un revendeur de produits qu'on ne contrôlait pas. Donc j'allais dire, nous, on trouve ça vraiment très intéressant sur un plan très macro, mais c'était aussi, Frédéric le racontait, il y a des rencontres, et c'est en fait pour nous aussi une rencontre avec, pour reprendre une référence footballistique, un carré magique. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de passer du temps, une fois qu'on avait, j'allais dire, développé un enthousiasme pour cet investissement. On a passé beaucoup de temps avec les équipes, avec Frédéric, Elie, Evelyne, Judith. On a pu voir qu'on avait la même vision de ce qui devait être fait ou ce qu'eux voulaient faire. Et nous, on a une grande histoire chez KKR de partenariat avec des entrepreneurs. Quand on regarde, déjà KKR est une histoire entrepreneuriale en elle-même, puisque c'est deux cousins qui ont développé l'activité, mais aussi Alliance Boots, pour prendre un autre investissement qui a bien fonctionné ces dernières années. C'est un partenariat avec un entrepreneur, Stefano Pessina. Donc on aime bien ces histoires-là chez KKR. Et là, c'est vrai qu'on a été très impressionnés par ce qui avait été fait, mais aussi par l'ambition et la force de ce quatuor. Au-delà de ça, on a eu aussi l'occasion, Frédéric l'a rappelé, de rencontrer toutes les équipes et vraiment de voir, j'allais dire, la profondeur des équipes, l'enthousiasme de chacune des équipes pour un projet de marque à chaque fois. Et donc on a pu se convaincre qu'au-delà de ces 4 personnes, chacune exceptionnelle, il y avait aussi vraiment une force dans les structures qui nous a donné confiance. Le dernier élément, peut-être pour terminer sur ce point, et Frédéric l'a très bien expliqué, c'est quelque part un investissement avec beaucoup d'ambition pour le groupe, mais qui ne repose pas sur un levier unique. On n'est pas en train de dire, en fait, on va vendre beaucoup plus de jupes bleues en Asie, mais il y a 4 marques, Frédéric l'a très bien rappelé. Je pense que le potentiel pour Sandro Homme est très important. Claudie Pierlot en France peut encore très bien se développer. Pour Sandro Image, en France, c'est plutôt les accessoires ou un peu améliorer le réseau. C'est moins évidemment des nouvelles ouvertures. Mais après, il y a l'international. Et quand on réfléchit à l'international, c'est pas l'international, c'est chacun des pays. Ça peut être l'Angleterre, ça peut être le Moyen-Orient, ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis. Donc, en fait, quand on regarde le potentiel, ça peut être Internet. Quand on regarde chacun des leviers, il y en a finalement énormément. Et donc, on n'est pas en train de faire un pari sur un seul élément, mais c'est vraiment beaucoup de leviers, et on n'a pas besoin d'avoir tout bon. Comme disait Frédéric, je pense que si on réussit 7 sur 10, ça sera déjà assez exceptionnel. Donc voilà, peut-être en résumé, comment nous on a vu ça. On est évidemment très enthousiaste à l'idée d'avoir l'occasion de faire ce partenariat avec cette équipe formidable et d'essayer de développer ces marques le plus loin possible dans toutes les régions du monde. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Ouais, on va s'entendre. Bonjour. En fait, simplement une petite question, c'est que est-ce que la vague France vous sert ou pas dans votre développement international? Est-ce que la vague France nous sert dans le développement international? On va dire la vague Montebourg-France nous dessert partout dans le monde. Il y a beaucoup de vagues en France à l'heure actuelle. Le gouvernement nous dessert énormément aujourd'hui. C'est vraiment une catastrophe. Je crois que personne ne réalise. Enfin, si, vous, certainement, mais c'est terrible. C'est au quotidien, dans notre développement, dans le monde entier, les gens nous prennent pour des pignoufs. Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Ça fait peur. La vague France nous sert au sens où Paris reste la capitale de la mode. Et Paris,
je pense que nous-mêmes, Parisiens, oublions à quel point ça fait rêver. Vous voyez, j'ai une autre partie de mon activité qui est dans l'art, où on a 2 galeries d'art, et je réalise qu'on signe des artistes américains dingues, parce qu'ils rêvent d'être exposés à Paris. Et vous arrivez à signer les plus grands noms américains en photographie, parce qu'ils sont tellement heureux d'être exposés à Paris. Et je crois qu'on oublie, parce qu'on vit dans Paris. Et très souvent, la mode, finalement, c'est pareil. C'est vrai que là, aujourd'hui, il y a de très très jolies marques de mode internationales. Les Américains revivent actuellement en mode et reviennent. Mais Paris reste toujours très important. Alors peut-être que ce n'est pas les meilleurs défilés, peut-être que ce n'est pas les meilleurs trucs et tout, mais pour les clients, Paris fait rêver. Et donc la Vague France nous sert, et c'est la raison pour laquelle il est très important que quand on se développe dans les nouveaux pays, on le fasse en direct, et non pas en licence. Il faut que nos clients qui voyagent dans le monde entier aient accès à la vraie ligne, et non pas à une ligne sous licence. Et on l'a bien vu, toutes les marques de luxe d'ailleurs ont racheté leur licence dans les années 90-2000 pour reprendre possession de cette image et de ce marché. Et aujourd'hui, le marché devient de plus en plus mondial, mais il y a cet attrait, et si vous arrivez à amener la France sur un plateau avec un professionnalisme local, je pense que vous pouvez réussir. Si vous avez une question. Oui, le mot Internet a été évoqué, mais vous ne l'avez pas expliqué dans votre business model. Comment jouez-vous le multicanal? Super bien. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est pas une de nos plus grandes réussites. Alors là aussi un des sujets qui est très cher à KKR et on est dessus. À l'avenir, oui, Internet a un rôle très très important dans notre développement. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas jusqu'à présent bien exploité est double. Premièrement, nous n'avions pas les gens, le savoir-faire. Et c'est quand même un métier différent. Et si vous avez des retailers qui viennent de boutiques qui essayent de se frotter à Internet, ça ne marche pas parce que ce n'est pas le même mode de pensée. Et deuxièmement, c'est parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire, il faut faire des choix. Et on a choisi de privilégier un réseau en dur avant de partir sur Internet. D'autant plus que nous, on fait très peu d'accessoires et on fait très peu de basiques. Et en plus, on a quand même un sizing qui peut être un peu fluctuant. Donc, acheter tout cela à distance est complexe. Voilà. Et donc, il fallait d'abord qu'on arrive à installer une offre qui serait facile à vendre de façon récurrente sur Internet. En revanche, on est en train de créer une business unit, on est en train de recruter les gens, on change de plateforme le 14 décembre, on prend une plateforme mondiale technique Internet, et on aura des lancements de sites très forts sur l'été prochain. Donc, Internet va devenir fort. Aujourd'hui, c'est genre 2% de nos ventes, ça a vocation à monter à 6-10, quoi. Donc, c'est vraiment un levier de diversification, mais jusqu'à présent, nous ne savions pas le faire. Oui, il y a un concept qui se développe, c'est celui de la logistique urbaine. Alors, par exemple, j'ai vu récemment Sephora et L'Oréal Luxe qui mutualisent leur livraison par un livreur qui essaye d'être au moins polluant parce que la cliente haut de gamme ne veut pas acheter ses parfums chez quelqu'un qui pollue à Paris ou diesel. Est-ce que vous pensez que c'est applicable au domaine du vêtement ou que vous mutualisez un jour avec votre enseigne pour une livraison en papa? Dans la pratique, c'est applicable à tout. Instinctivement, je n'aime pas trop mutualiser. Parce que je trouve qu'il faut rester maître de ce qu'on fait. Et si on mutualise, ça veut dire qu'il faut attendre l'horaire qui va aussi plaire à l'autre marque qui va livrer à côté. Or, je trouve que l'avenir et la beauté du système est dans la gestion des stocks la plus fine possible. Et donc, si on veut avoir un seul produit à la taille en magasin, il faut pouvoir le livrer très vite. Alors qu'ensuite on choisisse des prestataires qui livrent en voiture électrique à Paris, pourquoi pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore malheureusement, nous ne sommes pas encore dans ce niveau de sophistication qui va nous permettre d'aller vers ça. Oui, dans 4-5 ans. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est plutôt de sécuriser les opérations et de faire bien ce que nous faisons de façon instinctive. Vous voyez, on n'est pas encore à ce niveau de précision pour aller dans ce niveau de sophistication. Mais à terme, de toute façon, ça se fera, puis à terme, les centres-villes seront bloqués, et à terme, on n'aura pas le choix. Donc, on réfléchit, mais quitte à optimiser, on n'est plus dans une logique de RFID en ce moment. On réfléchit à comment on peut gérer les inventaires dans nos magasins en mettant des puces électroniques dans les vêtements, pour avoir des inventaires rapides, des entrées-sorties rapides en stock, pour pouvoir localiser. Et on n'est plus dans la logique de cross-canal, internet, boutique, où on peut montrer notre collection en iPad et les clients peuvent essayer sur les cabines virtuelles. Voilà. On est plus dans ce niveau-là. Mais c'est qu'on ne sait pas tout faire, en fait. Vous évoquez le service comme des piliers
que vous avez incorporées à l'Omnibus. Comment est-ce que vous faites avec vos équipes? J'imagine qu'il y aura une rotation quand même sur certains points de vente assez importante pour les former, pour leur passer cette culture de service qui vous est chère. Comment passe-t-on la culture de service dans nos magasins? Alors, vous avez raison, on a un turnover gigantesque. C'est terrible. C'est l'horreur. Bon, deux raisons à cela du turnover. Le premier, c'est que quand vous ouvrez 190 magasins en un an, vous ne pouvez pas avoir 190 équipes bonnes d'un seul coup. Généralement, vous avez 60 équipes bonnes. Ça veut dire que les autres, vous les renouvelez au fur et à mesure que vous comprenez le marché et puis que vous gérez mieux ce magasin. La deuxième raison du turnover, c'est que nous on paye moins que le luxe parce que on est moins rentable au global que le luxe, donc, et puis c'est des métiers un peu différents. Donc on paye mieux qu'un Zara, mais on paye moins qu'un Céline ou Vuitton. Et on voudrait un service proche. Donc c'est très compliqué de garder ces gens-là, avec en plus un métier de la vente qui est de moins en moins valorisé en Europe. Et je crois que c'est un constat qu'on fait partout, qu'on fait aussi aux États-Unis. On a beaucoup de mal à recruter aux États-Unis des vendeurs qui ne sont pas issus des minorités. C'est très compliqué maintenant dans les grands magasins. Et tout simplement parce que le métier de la vente n'est pas suffisamment reconnu en tant que tel, en tant qu'apparat social, et deuxièmement, pas suffisamment rémunéré. Donc nous, on a un business model de croissance forte, et donc on a des systèmes de bonus qui sont énormes, donc finalement on les tient et on fait en sorte d'avoir des objectifs qu'on peut dépasser, comme ça on verse des primes, et au global on y arrive. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation permanente, c'est-à-dire de se dire comment on arrive à installer sur le long terme un business model de croissance et comment on fait évoluer nos politiques de rémunération pour conserver des personnes qui ne vont plus être payées par des primes liées au suraccomplissement de vos objectifs, puisqu'il y a un moment donné où c'est la crise en France et donc on fait juste le budget, on ne fait plus 20 sur le budget. Donc on est en train de travailler avec le personnel sur une évolution des grilles de salaire et en termes de formation, en fait, vous avez deux types de vendeurs. Vous avez les vendeurs et les managers. Ce n'est pas les mêmes, et vous le voyez tout de suite. Vous avez une nana qui a les ventes dans la peau, elle ne va pas lâcher sa cliente, elle est dans la séduction, etc. Puis vous avez l'autre qui veut que ce soit bien rangé, bien cadré, bien truc et tout. Nous, on préfère le bordel avec de l'âme. Voilà. C'est un choix stratégique pour la société. On ne veut pas recruter Quand on veut recruter une directrice de boutique, on veut quelqu'un qui va emmener son staff en disant « Demain, on va se battre et je veux que Sandro batte Mage et vous allez tout faire pour que Sandro batte Mage. » Et puis on va dire la même chose, bon, Mage batte Sandro. Et si c'est pas organisé, c'est pas grave. On met des systèmes transversaux qui contrôlent, qui vont sur place et qui remettent le truc au carré. Mais on va d'abord privilégier ça. Et donc on a, comme toutes les marques, on est absolument comme tout le monde, le rôle clé dans la société, c'est les directeurs de magasins et les directeurs régionaux. Voilà. Pour moi, le rôle clé, c'est le directeur régional. Et c'est, je pense, le métier le plus ingrat du retail. C'est le directeur régional, vous baladez, vous avez 22 magasins, vous passez d'un magasin à l'autre, c'est super chiant, vous n'êtes jamais chez vous. Et ça, c'est vraiment pour moi le métier le plus ingrat. Donc on capitalise énormément là-dessus. Puis maintenant, on a une école de formation. Donc on a une école de formation Monde qui fait des cursus dans chaque langue, avec des formateurs locaux dans chaque pays, et tous les nouveaux salariés passent par ça. Et les salariés en cours de carrière repassent par cette école de formation, on les apprend, on les forme à la technique de vente. Mais vous verrez que vous avez beaucoup de marques qui vont former les gens à la gestion. Nous, on les forme à la gestion, mais c'est les 2 dernières heures. On les forme d'abord au produit, à connaître la collection par cœur. Et une des façons de le faire, c'est tout simplement de demander aux équipes de faire elles-mêmes le visual merchandising en boutique. Et si vous demandez à une équipe de faire elle-même son visual merchandising en boutique, elle connaît par cœur les références, parce que vous lui envoyez une liste de références en disant sur ce portant, je veux la WXW d'Anna, et bien la nana, elle doit le trouver, donc elle le trouve, elle le cherche, et en faisant cela, elle apprend, elle réalise, parce que c'est la collection, elle la prend dans la main, et du coup, elle sait mieux la vendre. Et comme c'est elle qui a fait les portants, elle sait automatiquement dire à la cliente, vous avez ce truc, moi je vous conseille de essayer ce petit top avec, et hop, et on essaie le petit top. Et c'est comme ça qu'on a des indices de vente supérieurs à un 6, c'est quand vous êtes au-dessus d'un 6 en indice de vente, c'est-à-dire le nombre de produits par ticket, vous arrivez réellement à aller chercher des bidas, en fait, supplémentaires. En dessous de 1,6, c'est plus délicat. Et donc, c'est par les profils, par l'attention qu'on met prioritairement sur tel ou tel aspect, qu'on arrive à former les gens. Mais c'est dur. Hein. Par moments, j'ai des retours d'expérience client, c'est désastreux, ça me fait peur. Quoi. Bon, vous me l'avez posé, votre question sur la communication depuis tout à l'heure. Vous l'avez abordé tout seul, mais c'est vrai que j'étais venue, en tant qu'ancienne de elle, on ne me le retire pas, je la montre, la campagne Sandro, je vous ai
celle de Claudie Perlot est dans le même numéro aussi, c'est aussi une façon de montrer que les marques investissent, et puis celle de Mage est un peu plus loin, je la connais, hein, et pas si différente. Donc des mannequins maintenant un peu androgynes, vous avez annoncé Alexandra Champ-Paulin, des matières mélangées, du cuir, des bouillons. Sur Mage, c'est pas tant qu'elles sont androgynes, c'est Saskia, et donc oui, ils ont voulu se payer Saskia. Bon. D'accord. C'est noir et blanc. Avant Sandro, il y a eu la campagne de la famille. Bon. Alors, si on résume la question, c'est quels sont les territoires de marque et pourquoi il n'y a pas plus de différence, etc. Et cette double question avec ça, c'est dans certains endroits, vous avez décidé, pour des raisons peut-être économiques, mais c'est peut-être pas une tendance de fond, de développer des concepts de distribution communs. Exemple, 341. 341, 341. C'est le plus mauvais nom. Celui de 341, je vais répondre à ça. C'est le plus mauvais nom, je pense, jamais inventé. Au départ, c'est parti d'un truc qui était de dire, dans le même magasin, on fait 3 marques dans un magasin. Bon. En fait, prenez Angoulême. Angoulême, en France, c'est le truc du retail. C'est une jolie ville, petite, une super bourgeoisie. Si ça marche à Angoulême, ça marche dans le monde entier. Il n'y a pas une ville plus compliquée qu'Angoulême en retail. Et à Angoulême, les clientes, il y a une vraie bourgeoisie, nous demandaient Sandro, Mage, Claudie. Mais on n'aurait pas pu faire un Sandro à 600 000 ou 700 000 euros, un Claudie à 600 000 ou 700 000 euros et un Sandro. Donc on s'est dit, on va tout foutre ensemble dans un suite 341 qui va faire 1 million. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il fait 900 000 euros à Angoulême et on a le meilleur des 3 marques. C'est un concept qui est réservé uniquement aux petites villes ou pour tester de nouveaux marchés. Et ensuite, quand ça marche, on resépare. Alors, les territoires de marque, il y a un avant et un après KKR. Et c'est pas tant KKR, c'est plus tout simplement l'évolution naturelle de notre groupe. Jusqu'à présent, nous ne voulions pas clarifier le territoire des marques. C'était stratégique. 2 raisons. Premièrement, parce qu'en fonction de la saison, Evelyne ou Judith va avoir telle ou telle aspiration, et une saison, Mage peut être rock, et l'autre saison, c'est Sandro qui est rock. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire. Comme la mode change, la façon de réinterpréter la mode dans une marque ou dans l'autre va changer, et par moment, vous ne savez pas trop. Deuxième raison, c'est que nous, on aime bien que les gens fassent toutes les marques. Si vous expliquez, Sandro, c'est pour les jeunes, Mage, c'est pour les vieilles. Bon, techniquement, c'est plutôt l'inverse, parce que Mage, c'est super cool. Donc, Mage, c'est pour les jeunes, Sandro, c'est pour les vieilles. Le problème, c'est que les nanas qui ont un certain âge ne vont pas aller chez Mage, parce qu'elles savent que c'est pas pour elles. Et les nanas jeunes ne vont pas aller chez Sandro. Or, moi, ce que je veux, c'est qu'elles aillent dans les deux. Et donc, en ne spécifiant pas le territoire, finalement, toutes les saisons, elles vont dans les deux, voire les 3 marques. Ce qui fait que quand on ouvre dans un nouveau territoire, on amène notre propre concurrence. C'est top. On ouvre Sandro, mais on ouvre aussi en face le concurrent de Sandro et le deuxième concurrent de Sandro, Mage et Claudie. Et 78% des tickets chez Bloomingdale's comportent 2 produits de 2 marques différentes qui nous appartiennent, dans nos tickets à nous. Ça veut dire que la nana va aller chez Sandro, puis automatiquement, elle complète ses produits chez Mage. Alors qu'elle ne va pas chez Zadig, ou elle ne va pas chez Théorie. Bon, techniquement, elle va chez Théorie parce qu'ils font plus de chiffres. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de dire on ouvre un nouveau territoire et on ne définit pas les territoires de marque, on fait en sorte que tout le monde arrive. Ça marche super bien jusqu'à un certain point, et on est dans cette situation où aujourd'hui, je pense qu'il est important de clarifier, parce qu'on se retrouve cette saison dans, c'est pas un problème en tant que tel, mais ça ne va pas durer, dans une situation où Sandro, pour une raison encore inexpliquée, a quitté son territoire du clan, du groupe, de la famille. Sandro veut véhiculer un lifestyle, une façon d'être très naturelle, de porter des jolis produits, d'être dans la vie, une sorte de Ralph Lauren à la française. Pour des raisons diverses et variées, ils ont décidé cette année d'être un peu plus mode en image, et donc ils sont allés vers cette campagne de pub qui est un peu plus classique finalement, et mode. Mais Sandro a toujours été en noir et blanc. Mage, à l'inverse, qui a toujours été dans des postures de mode avec des égéries, puisque c'était Alexa Chung notamment, en couleur, a décidé, et je ne sais toujours pas non plus pourquoi, d'aller vers du noir et blanc. Alors le fait de prendre Saskia est tout à fait logique avec Alexa Chung, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les pubs, finalement on trouve que Sandro et Mage se regroupent vachement. Donc ce sera reséparé sur la campagne qui va être shootée la semaine prochaine, où là Mage repart sur son territoire et Sandro, je ne sais pas trop encore, mais on va reséparer. Et en parallèle, en fait, on a utilisé, voilà typiquement à quoi peut servir un actionnaire très majoritaire, on a utilisé l'arrivée de KKR pour pouvoir initier une étude de positionnement de marque, pour clarifier les choses, parce que ce sont des sujets très sensibles
Et Evelyne et Judith n'aiment pas trop qu'Elie et moi, on rentre dans ces sujets qui restent leur dernière prérogative. Du coup, avec KKR, on a monté cette étude et ça se passe plutôt très très bien et tout le monde attend avec impatience les conclusions qu'on connaît déjà. Ça manque de cohérence, ça manque de constance et ça manque de différenciation. Je viendrai vous représenter les conclusions. Ouais. D'un point de vue humain, comment fait-on pour rester réactif et créatif quand on est quand même coté à la bourse et qu'on va viser 1 milliard? Est-ce qu'il est possible de rester très entrepreneurial avec une taille énorme d'entreprise et tous les process, les contrôles, les informations que l'on fait avec grande boîte? Bon, techniquement, on n'est pas coté en bourse, c'est nos obligations, mais qu'ils sont. Je crois que c'est votre question a concerné toutes les sociétés qui ont grandi. Je crois que c'est comment est-ce qu'on passe d'un mode familial, artisanal à un groupe industriel et international. C'est les enjeux qu'on rencontre. Je pense que tout le monde les a vécus avant nous. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, je pense, pour conserver notre succès, c'est de réellement comprendre quels sont nos incontournables. En fait, quels sont les sujets sur lesquels on ne doit pas faire de compromis. Pour moi, l'informatique, dans cette croissance, c'est une aide. Ce n'est pas une contrainte. Aujourd'hui, on peut construire des systèmes d'information qui vont privilégier la réactivité. Ce qui est compliqué, c'est quand vous créez 20 000 reporting et que vous embauchez 20 000 personnes pour analyser 20 000 reporting qui, du coup, vont en demander 40 000 et qui vont en générer 60 000 et du coup, vous devez rembaucher 20 000 personnes. Mais si vous faites en sorte que vos reportings financiers et notamment vos reportings de contrôle de gestion opérationnelle soient orientés business, finalement, les systèmes d'information, c'est plutôt une aide. Notamment quand vous gérez des territoires qui sont éloignés. Donc, c'est plus une question de comment je gère le changement. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est comment je reste moi-même loin et comment je reste moi-même dans un marché local. Et jusqu'où on reste soi-même et à partir de quand on adapte. Voilà, c'est très compliqué et il y a un niveau de complexité qu'on peut ou ne pas décider de franchir. On peut aussi décider de passer à côté d'une partie du marché parce qu'on veut rester intégralement soi-même et parce que ça simplifie les process. Ça peut être un choix, hein, de dire je ne vais pas chercher 100% du potentiel américain, je vais chercher que 60%, mais en restant moi-même, je peux aller chercher 60% du monde entier. Ou alors, je me concentre sur 5 pays et j'adapte chacun de ces 5 pays localement. Je vais chercher 100%, mais je ne peux pas tout faire. Et on n'a pas encore tranché sur ce qu'on va faire là-dessus. Pour moi, l'enjeu, c'est le recrutement. Et c'est recruter les bonnes personnes. Vous l'avez compris, il y a un brin de folie dans notre groupe. Et il y a un brin de folie dans les dirigeants du groupe. On est un couple à 4. Déjà, un couple à 2, vous le savez tous, c'est compliqué. Un couple à 3, c'est encore plus compliqué. Mais alors, un couple à 4, c'est quand même hyper le bordel. Et en même temps, si vous arrivez à construire autour de ce couple à 4, finalement, en construisant sur ce qui compte, vous arrivez à vous en sortir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de recruter des personnes qui partagent cette envie d'installer, mais qui partagent un entrepreneuriat, une volonté d'entreprendre. Et si je prends l'exemple de notre DAF, il a ça, je pense. Il a ce côté très carré, extrêmement posé, mais en même temps, c'est un mec du business. Et il est très important que tout le monde, tous les patrons, mais aussi tous les gens qu'on recrute, aient cela. Pour moi, l'enjeu, c'est l'internationalisation. Finalement, on est un groupe international, parce que l'international, c'est 40%, mais on est un groupe français international. On n'a pas une très grande propension à intégrer des cadres internationaux à Paris. On ne sait pas faire ça encore. Donc l'enjeu de demain, je pense, va être de recruter des personnes étrangères à Paris. Recruter des personnes étrangères dans les territoires, c'est facile, mais à l'inverse, c'est plus compliqué. Et on est dans cette phase où il faut qu'on arrive à emmener nos comités de direction pour qu'ils comprennent qu'il faut scinder les équipes qui gèrent la conception monde de la déclinaison française. Aujourd'hui, c'est encore les équipes monde qui gèrent la France, parce qu'elles sont basées à Paris, et que c'est facile. Et il faut naturellement aller vers ce qu'ont fait tous les beaux groupes, soit LVMH, Richemont, c'est-à-dire vous avez, par exemple à la com, des équipes monde qui font les campagnes, la conception des événements, qui contrôlent, etc. Mais vous avez une équipe France qui décline localement, qui est différente de l'équipe monde. Et le jour où vous arrivez à mettre en œuvre mentalement ça dans toutes les fonctions, finalement vous avez votre groupe international. Mais il faut le faire avec les personnes qui partagent notre état d'esprit d'aller vite et de comprendre. Et on voit, comme on a recruté beaucoup de gens sur des postes très élevés avec des très hauts salaires, on voit tout de suite que sur certains trucs ça ne le fait pas. Ils n'ont pas les bons réflexes.
Nous, on est axé EBITDA. C'est vraiment notre truc, on est extrêmement cynique. Donc on fait un truc si ça sort de l'EBITDA. Sinon, on ne le fait pas. Et tous nos choix doivent être faits en fonction de ce critère. Ensuite, tous les autres sont secondaires. Mais il est très très important d'avoir un alignement. Quand vous commencez à avoir des critères premiers qui ne sont pas alignés, ça devient compliqué. Donc là, votre question elle est au cœur de nos préoccupations actuelles. C'est un peu compliqué. Mais on ne réinvente pas la roue. Hein. Tous les groupes qui ont réussi sont partis et ont eu le même chemin que nous. Avant l'arrivée de KKR, comment se prenaient les décisions à 4 ? Elles se prennent pareil avant et après. Hein. Donc, c'est un mélange subtil d'évidence, de négociation, d'explosion et de compromis, dans l'ordre ou dans le désordre. Généralement, ça commence par une explosion, qui se traduit par une négociation, qui enchaîne sur un compromis, qui finalement, a posteriori, on réalise que c'était une évidence. Voilà. Non. Evelyne et Judith sont des femmes d'affaires. Elles ont créé Sandro et Mach. Evelyne, à un moment donné, fin des années 90, elle vendait 60% de sa marchandise à des Asiatiques, multimarques. C'était une marque internationale, elle a gagné beaucoup d'argent, et puis tout d'un coup, la crise en Asie a fait que ces multimarques n'ont pas pu payer, elle est tombée en redressement judiciaire. Et cette nana, toute seule, a tenu comme ça 7 ans. Sans dette, sans rien, elle s'est remise en cause, son chiffre a été divisé par 10, elle s'est battue, elle a cherché l'argent, elle a finalement réussi en 2004 à ouvrir son premier magasin en retail, et elle a tenu. Et finalement, les décisions se prennent bien parce qu'il y a une admiration mutuelle entre nous quatre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Evelyne, qui fait aujourd'hui une collection qui est de plus en plus forte, mais qui à la base, cette nana, elle a créé sa boîte toute seule. Elle l'a montée toute seule, avec toutes les imperfections qu'on lui connaît, mais elle l'a montée toute seule. Et parce qu'elle a tenu, finalement aujourd'hui, certes, elle doit un peu prendre sa revanche en disant je veux ça, ou je veux une pub avec telle égérie, mais au bout du compte, si vous allez la voir et que vous lui dites écoute Evelyne, ça ne va pas être rentable du tout. Alors on peut le faire une fois parce que c'est important pour l'image, mais attention, sinon on va dégrader la rentabilité. On a promis à KKR un retour sur investissement de temps, etc. Evelyne, elle comprend. On a remis ensemble, à nous quatre, presque 100 millions d'euros dans cette boîte avec KKR. Donc on a des enjeux financiers qui sont très forts juste pour nous quatre. Et donc très naturellement, on veut que ça marche. Et on veut que la prochaine opération soit extrêmement rentable. Et on sait que c'est dans la prochaine opération qu'on va gagner de l'argent. Donc finalement, la décision à 4, au bout d'un moment, s'aligne assez naturellement par un côté financier. Très clair. Ça s'aligne par là. Et objectivement, il y a un vrai respect. Et donc, par moment, Evelyne va dire, écoutez, faites-moi confiance. Faites-moi confiance là-dessus. C'est important pour moi, je le veux. Et on va dire, ok. Et à l'inverse, on dira à Evelyne, bon, bah alors, en échange de ça, tu m'acceptes tel truc, tel truc, tel truc. Ouais. Frédéric, je pense que, comme tu disais, il y a clairement le côté financier, il y a aussi ton point précédent, qui est que face à la complexité qui croît, parce que l'international, parce qu'Internet, parce que les accessoires, en permanence, si vous avez le débat avec nous sur qu'est-ce que vous voulez adapter, qu'est-ce que vous ne voulez pas changer. Et c'est aussi du dynamique, ça. Ouais. Concrètement, vous voulez vendre à Chicago, la distribution de taille n'est pas du tout la même qu'en France. La question, c'est jusqu'où on va dans les tailles fortes ou non, par exemple. Il y a des questions pratiques tous les jours sur comment le produit doit s'adapter du fait de l'international. Et l'international, chaque pays est différent. Donc la complexité, c'est pas France et international, c'est France et chaque pays. Puis, très naturellement, la gouvernance a changé au fur et à mesure que l'organisation a changé. Il y a 7 ans, c'était Elie qui faisait les achats et les prévisions de vente, et moi je faisais les budgets magasin par magasin, mois par mois. Bon, aujourd'hui, j'ai à peine le temps de lire les chiffres consolidés le matin. Parce que 700 lignes, j'ai 12 mails de reporting tous les matins dans tous les sens, ça me gonfle, donc je lis le total groupe. Bon. Et donc, on s'est organisé de cette façon-là, parce qu'on veut que notre rôle évolue. Maintenant, j'ai parce que c'est plus ma partie, faire tourner la société, j'ai un directeur général délégué qui est extraordinaire, et donc parce qu'il est top, il a staffé en plus des gens en dessous, et aujourd'hui je peux me contrôler plus sur le contrôle, me concentrer sur le contrôle, sur la prévision, sur l'avenir, essayer de résoudre des problèmes ponctuels, etc., etc. Sur les directions de marque, on est en train de recruter des patrons de marque
qui vont gérer eux-mêmes leur société de marque sur la base d'un budget et d'un plan d'action qui aura été validé à 4 et avec nos actionnaires tous les ans. Donc petit à petit, on se met dans le cadre de ces process groupes que tous les jolis groupes ont mis en place. Mais jusqu'à présent, c'était trop tôt. Donc moi, tout l'enjeu était de dire, je veux structurer, mais attention à ne pas aller trop vite pour ne pas perdre la réactivité et la sève du groupe, l'âme du groupe. Et c'est ce que nous faisons. Et on évolue tous. Et Evelyne et Judith apprennent, et moi j'apprends. Et au fur et à mesure, finalement, on délègue de plus en plus. Et je pense que dans 2-3 ans, on délèguera de plus en plus. Et Evelyne et Judith, aujourd'hui, c'est plus elles qui font ce style du tout. Elles ont une équipe qui font. Et c'est vraiment plus elles qui gèrent les marques, c'est les directeurs de marque. Et donc notre rôle, c'est toujours pareil, c'est de se rendre redondant pour sécuriser les risques. Et en plus, je pense qu'on a beaucoup plus de valeur ajoutée à prendre certains points et contrôler, et donner un guide, et garder tout le monde bien concentré, plutôt que de faire nous-mêmes des points opérationnels. Dernière question, peut-être. Dans votre relation justement avec vos nouveaux amis, vos actionnaires, comment ça se passe? C'est quotidien? Vous faites des points hebdo-mensuels? Dans nos relations avec KKR, comment ça se passe? Bien, il y a une petite pression. Hein. Mais on a des interactions très nombreuses, c'est clair, beaucoup plus nombreuses que les précédents, avec des équipes sur le terrain beaucoup plus présentes via... en fait, c'est KKR, mais c'est KKR et Capstone, avec une équipe de consultants internes qui nous aide beaucoup. Donc, on est en réglage et on est en apprentissage. Dans la pratique, on a à peu près une réunion mensuelle assez détaillée, de quelques heures. On a un vrai board un peu trimestriel où là, on acte réellement les choses, mais c'est pendant les réunions mensuelles où on vient tous les 4 avec Evelyne, Judith et moi, chez KKR, et on passe en revue tout avec chaque mois un sujet de prédilection. Et puis, toutes les semaines, maintenant, on a un point qui peut être physique ou téléphonique, avec plutôt entre Jacques, Nicolas et moi sur le business et les enjeux. Et puis ensuite, on a 13 ou 14 chantiers maintenant, parce qu'on en a rajouté, qui sont les chantiers prioritaires sur lesquels on fait des points réguliers, et avec des consultants de Capstone qui interviennent, ou des consultants extérieurs sur l'étude d'image, par exemple. Et ensuite, là, on a beaucoup d'interactions parce que on finalise le fameux 100 Day Plan qui est très cher à KKR. Dès qu'ils achètent une boîte, ils ont 100 jours pour faire un plan. Donc bon, on a un peu dépassé, on arrive là aux 100 jours, il faut se dépêcher. Et c'est ce plan, moi j'ai beaucoup insisté parce que on vend toujours une boîte sur la base d'un BP, d'un business plan, mais ensuite le bon business plan, c'est celui qui est partagé avec l'actionnaire. Donc là, on est en train de terminer, puisqu'on a eu la première conso la semaine dernière et j'ai demandé une deuxième itération pour demain. Et on va proposer à KKR, du coup, le nouveau BP à 5 ans, très détaillé sur les recrutements, les territoires, la marge, les territoires de communication, tout, les budgets, qui va nous guider pendant 5 ans et qu'on a construit de façon collégiale avec KKR et Evelyne, Judith et toutes les marques. On a fait bosser les marques. Donc une fois que ça, c'est scellé dans le marbre, et ça le sera le 14 novembre, une fois que c'est fait, la roadmap est hyper claire, et ensuite les interactions sont encore plus naturelles. Voilà. On est vraiment en phase où, comme disait Frédéric, on vient d'investir. Donc on a fait tout un ensemble d'observations et de constats pendant la due diligence avant l'investissement, et on développe avec l'équipe un plan dans lequel il y a à la fois des chiffres, mais aussi des chantiers qui vont supporter ces chiffres. Donc on a parlé d'accessoires, on a parlé d'Internet, on a parlé d'organisation internationale. Ça fait partie des chantiers sur lesquels on travaille avec l'équipe aujourd'hui pour créer la plateforme ou consolider la plateforme qui va supporter le développement des 5 années qui viennent. Il y avait une toute dernière question du monsieur au fond. Oui, je m'appelle Luc Laurie, je dirige une NAFNAF depuis peu. Je suis occupé du retournement de l'organe. Je connais un peu le secteur. J'avais une question à me poser sur les marges. Je connais bien la grande distribution aussi. Je trouve que le secteur de la mode est un des rares secteurs dans lequel les marges finalement restent très élevées. On est dans un marché qui est très atomisé avec beaucoup de moyens aux petits acteurs. Ma question, quand on voit par exemple sur un marché comme la téléphonie, que Free a fait auprès des opérateurs, j'allais dire traditionnels, qui prenaient des marges plus élevées, vous avez des gens qui arrivent sur le marché, je pense à Primark par exemple, qui a ouvert une trentaine de magasins de 3000 à 5000 mètres carrés en Espagne, en l'espace de 3 ans au pire de la crise, qui arrive en France. Ma question c'est, est-ce que le low cost, et vous avez parlé de fast retailing, M. Yanal, qui a une enseigne qui s'appelle GU,
c'est en croissance très forte au Japon et de l'importation, c'est formidable. Pour situer les choses, c'est des gens qui vendent des pantalons à moins de 10 euros. Quand vous dites il ne faut pas que la cliente dise ce produit est cher mais tant qu'il est bien ça va, il pourrait se dire ce produit est bien mais il est trop cher. Et quand on vend des pantalons à 150 à 200 euros, que dans la fast fashion, chez Zara, on les trouve entre 20 et 50 euros, que demain on a des acteurs qui pourraient les vendre à 10 euros. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez bien évidemment, il n'y a pas de concurrence directe, mais je pense qu'il pourrait y avoir une révolution de la distribution qui aurait un impact sur les marques dans le domaine. C'est quelque chose qu'on regarde, mais qui ne nous fait pas vraiment peur. Voilà. Je pense que, vous savez, le marché est grand, et on a réellement 3 marchés différents. Je pense que notre perdition sera le jour où on veut justement trop s'aligner sur du mass market, parce qu'on ne saura pas faire aussi bien qu'eux. Et notre force, c'est la différence. Je crois que tant qu'on restera très différent, on n'aura pas de problème. Ce qu'il faut, c'est investir sur le détail, sur la valeur ajoutée. Vous savez, on gagne à peu près tous les ans environ 2 millions d'euros de procès de contrefaçon contre des Zara et tout ça. Bon, à chaque fois, ils perdent, et à chaque fois, on gagne beaucoup d'argent, et ils sont incapables de faire ce produit-là. Et je pense que c'est des états d'esprit et des modes de fonctionnement qui sont tellement différents qu'ils n'y arriveront pas. Je connais très bien Uniqlo pour y avoir passé quand même 4 ans. Bon, alors c'est sûr qu'au départ, ils nous disaient, mais pourquoi tu vends ton jean comptoir à 110 euros, tu peux le vendre à 50? Ben justement, je le vends à 110. Et parce qu'on fait des marques. Tant qu'on capitalisera sur la marque, on y arrivera. Et il faut, pour rester là à long terme, il faut capitaliser sur la marque, capitaliser sur le service, capitaliser sur l'image. En revanche, ne pas augmenter nos prix. Je pense qu'on est à un niveau élevé de prix et il faut éviter de continuer à aller trop haut. Et c'est toujours ma crainte, c'est que quand vous avez des groupes qui marchent bien, bah, le mec de la com, le mec du design et tout, ils se la pètent. Tout d'un coup, ils pensent qu'ils sont Eddie Slimane et Yves Saint Laurent, sauf qu'on n'est pas Eddie Slimane et Yves Saint Laurent, on est les meilleures éponges d'Eddie Slimane et Yves Saint Laurent. On n'est pas Eddie Slimane. Et donc, il faut que nous sachions sans cesse rester à notre place pour savoir que finalement, si je devais qualifier notre produit, je pense qu'il fonctionne, c'est un produit intelligent. C'est un produit intelligent, c'est pas un produit créatif, c'est un produit très intelligent. Et nous devons avoir l'humilité de savoir que nous sommes plus intelligents que créatifs ou créateurs. Et tant qu'on arrive à garder ça, je pense qu'on arrive à garder l'épine dorsale du truc. Maintenant, il faut faire attention, comme vous le disiez. On est encore là, notre grande force, c'est que le luxe ne cesse d'augmenter ses prix. Et donc, Sandro Homme, vous voulez vous acheter un costume aujourd'hui, vous allez où? Objectivement, vous allez où? De Fursac, c'est naze. L'entrée de gamme, ok, c'est sympa, mais vous voyez toujours que c'est un costume Zara, hein, vous le voyez. J'entends pas un costume un peu classique, un costume un peu branchouille. Il n'y a pas. Si, vous allez chez Slimane, bon, vous allez chez Dior, etc. Mais c'est hyper cher. Ils ont énormément augmenté leur prix, c'est ahurissant. Donc finalement, on a un costume à 600, 700 euros, c'est cher. Mais finalement, ça reste moitié prix des grands. Et donc, notre force, c'est que le marché s'est élargi. Et donc, paradoxalement, ça nous laisse encore plus de place au milieu. Mais vous avez raison, il faut faire attention. Et pour moi, le vrai test, la vraie crainte que j'ai, c'est J.Crew Homme. Voilà. Qui est la meilleure marque d'hommes que je connaisse sur le marché aujourd'hui. Moi, bon, bah alors aujourd'hui, j'ai rien de J.Crew, désolé. Mais normalement, je suis en J.Crew tout le temps. Et je trouve cette marque d'une intelligence rare. En tout cas, sur l'homme. Sur la femme, ça reste un retailer. Mais sur l'homme, c'est une réussite remarquable. Ils viennent d'annoncer qu'ils ouvrent 3 points de vente à Paris en 2014. On va voir. On les a vus dans le processus de vente parce qu'ils étaient sur les rangs pour nous racheter. Et on a énormément d'affection pour J.Crew. On verra ce que ça donne. Ils risquent d'être un petit peu chers. C'est le problème des Américains. Ils sont très chers pour le marché européen. Mais pour moi, le vrai test, c'est ça. C'est pas COS, c'est pas Another Story, c'est pas... Le vrai truc, c'est des Américains comme J.Crew. Super. Mot de la fin. Merci à tous les trois, c'était super. Je crois qu'on vous a écouté un peu pendant longtemps, puis regardez, on a fait une salle très très courte. Je vous dis à une prochaine fois, en tout cas pour ce qui me concerne. Au mois de novembre, on va parler justement de ce que la Chine, comment la Chine va changer le luxe. D'ailleurs, je vous invite, hein, il y a des intervenants très intéressants. N'hésitez pas à venir. Et puis, vous savez comment c'est, on va vous demander de partir, mais je sais ce qui va se passer, vous allez tous vous précipiter pour essayer de leur parler un petit peu, d'un liste des cartes de visite, laissez-les respirer un petit peu, et puis à bientôt pour une prochaine aventure. Merci.